Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 août 2020, je suis Sarah Menei, on termine la semaine ensemble, vous écoutez Flash Foot. C'est le grand soir pour les Lyonnais. Moins de 10 jours après leur demi-finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern, ils entament ce soir leur championnat par la réception de Dijon. C'est donc le retour de l'OL en Ligue 1 après une campagne européenne exceptionnelle et c'est la routine du championnat qui attend les Gaunes. Nouvel exercice et nouvelles ambitions. Après une triste 7ème place glanée la saison dernière, Lyon ne jouera pas l'Europe cette saison. Ce n'était pas arrivé depuis 25 ans. Alors cette année, ils n'ont pas le droit de se rater. Mais finalement, si c'était une bonne chose de ne pas jouer l'Europe pour se consacrer sur le championnat. Focus Ligue 1, calendrier allégé. Il suffit de voir finalement que ça a été bénéfique à Marseille par exemple la saison dernière. Alors ce soir, ce n'est ni la Juve ni Manchester City qui attendent les Lyonnais, mais bien Dijon, 15e budget de Ligue 1. Problème, les Gaunes ont trop souvent eu la réputation d'être forts avec les forts et faibles avec les faibles. Alors attention à ne pas tomber dans la facilité. Et Dijon n'a jamais été un adversaire facile pour les Lyonnais. Il faut remonter 3 ans en arrière, février 2017 exactement, pour voir la dernière victoire à domicile de l'OL contre le DFCO. Enjeu important aussi en ce début de saison autour des éventuels départs lyonnais. Ce sera, on le sait, une équipe provisoire pour entamer le championnat. 3 Gaunes sont particulièrement convoités, Oussem Aouar, Memphis Depay et Moussa Dembélé, les 3 hommes les plus influents du secteur offensif lyonnais. Et le rôle d'Aouar est d'autant plus important dans le trio de l'entrejeu lyonnais qu'il forme avec Bruno Guimaraes et Maxence Cacré. Alors si celui qui vient d'être appelé pour la première fois en équipe de France partait, ce serait une grosse perte pour les Gaunes. En attendant, il est là et l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia devrait choisir ce soir un 3-5-2 proche de celui qui a fait ses preuves déjà lors du Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne. Privé de Raphaël, suspendu, on pourrait retrouver Marcelo Denayer et Marsal en défense avec Dubois et Cornet dans les couloirs. Et le trio, donc, Aouar, Guimaraes, Cacré au milieu. En attaque, c'est Moussa Dembélé qui pourrait faire son retour dans le 11 à la place de Karl Toko Ekambi, aux côtés donc de Memphis Depay. Côté dijonnais, on est clairement à la recherche d'un exploit. Ce soir, le club bourguignon s'est battu pour le maintien la saison dernière et a terminé 16e. Son combat pour éviter la relégation a déjà commencé. Le DFCO va se battre, mais ça commence mal puisqu'ils ont entamé leur saison par un revers à domicile 1-0 face à Angers le week-end dernier. La saison dernière au Parc OL, les Bourguignons avaient réussi à arracher le point du nul, mais leur première victoire de la saison s'était fait attendre. Il aura fallu patienter jusqu'à la 8e journée pour les voir gagner leur premier match en Ligue 1. C'est un gros défi donc qui les attend ce soir, d'autant plus que Stéphane Djobard doit composer sans Koulibaly, sans Ngonda, Benzia, Younoussa, Baldé et Tavares, qui sont tous à l'infirmerie. Prêté par Lyon, le milieu Pape Cheikh Diop ne peut pas disputer lui cette rencontre en raison d'une clause fixée par les 2 clubs dans son contrat. Arrivé cette semaine en revanche, les 2 recrues défensives dont je vous parlais hier, Jonathan Panzo et Hannibal Chala, sont dans le groupe. Panzo pourrait même déjà débuter titulaire au poste de latéral gauche. Et nous sommes avec le président dijonnais Olivier Delcourt. Bonsoir président, merci d'être avec nous. Bonsoir, avec plaisir. Je le disais, président, Dijon maintenu dans la douleur, mais maintenu quand même. Est-ce que vous avez fixé des objectifs à votre coach Stéphane Djobard cette saison et à ses joueurs? Est-ce que le maintien, c'est un peu le mot d'ordre de cette saison? C'est tous les ans, on va dire, c'est la même chanson. C'est des clubs comme Dijon, voilà, on lutte pour le maintien. On fait partie des 10 clubs de bas de tableau, on va dire. Et on lutte tous ensemble pour le maintien, donc l'objectif c'est le maintien. Après, le plus tôt possible, et comme je lui ai dit avec un peu d'humour, tant qu'à faire, essayer de faire la saison toujours au-dessus de la 18e place, parce qu'on sait que malheureusement ça peut être compliqué quand il arrive ce qui est arrivé la saison dernière et que personne ne pouvait prévoir. Alors votre équipe se déplace sur la pelouse de Lyon ce soir. Les enjeux de cette rencontre, est-ce que vous espérez, président, voir un Noël, on va pas se mentir, un peu fatigué aussi de son parcours en Ligue des Champions? Bon non, j'espère rien, j'espère surtout que nous on va faire un bon match. Faut pas compter sur l'adversaire. Ce qui compte, c'est que nous on fasse un bon match et puis l'OL de toute façon, c'est le premier match de championnat pour eux, chez eux. Un retour de Champions League après un superbe parcours en demi-finale. Je les félicite encore. Donc bon, à eux de faire le boulot, puis à nous de tout faire pour faire un résultat là-bas chez eux. Alors là, un petit point sur le mercato, président. La saison dernière, le club avait débuté très tard son mercato, avait recruté tardivement.
Cette année, la donne semble un peu différente, avec notamment 2 arrivées cette semaine, Jonathan Panzo et Hannibal Chala. Est-ce qu'il y a eu effectivement un point là-dessus par rapport à la saison dernière, de se dire il ne faut pas qu'on fasse peut-être la même erreur? Par rapport à la saison dernière, on a surtout beaucoup moins de départs que la saison dernière. Donc on a été obligé de moins compenser. Mais bon, pour l'instant, le mercato de Dijon est loin d'être terminé, puisqu'on est quand même à la recherche de 3 attaquants. Enfin, à la recherche, on est sur le dossier de 3 attaquants qu'on va finaliser, j'espère, un très rapidement et le deuxième dans la semaine prochaine. Voilà, aujourd'hui, le mercato est compliqué pour tous les clubs, puisqu'il dure jusqu'au 5 octobre. Et c'est encore plus compliqué que la saison passée, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Mais au niveau de l'effectif, bon, à part Naïef, Aguerd qui est parti, Alphonse, qui c'est qui est parti d'autre après, un ou deux prêts, mais sinon, on n'a pas de joueurs majeurs. Bon, si ce n'est qu'on a Julio qui est blessé, et puis Mama Baldé aussi blessé, donc 2 offensifs qui vont nous manquer ce soir. Mais bon, quand je dis toujours, quand c'est ou des suspens, c'est aux remplaçants de faire ce qu'il faut et de prouver qu'ils ont la valeur pour être titulaires. Alors cette semaine, justement, on a appris qu'un joueur adulé par les supporters, sans doute le plus grand joueur de l'histoire du club, qui a marqué des dizaines de buts, capitaine, titulaire en compétition internationale, avait demandé à quitter son club. Non, je parle pas de Lionel Messi, président. Oui, non, mais c'est pas Lionel Messi. En tout cas, Julio, voilà, c'est un joueur qu'on apprécie tous, qui a commencé avec moi, hein, il y a 7-8 ans maintenant. Ça va faire la 8e saison qu'il est au club. Et demander à partir, il a une opportunité de départ dans les pays d'Arabie Saoudite. Et bon, c'est vrai que c'est ce qu'il souhaite. Et aujourd'hui, je le retiendrai pas, même si voilà, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose à tous nos supporters et à tout le club qui nous quitte. Mais bon, il reviendra de toute façon après son épisode en Arabie Saoudite. Pourquoi vous dites qu'il reviendra? Ce serait un prêt? Non, il va être transféré, mais après, une fois qu'il aura terminé sa carrière, il reviendra de toute façon au club. Voilà, Julio, c'est l'histoire du DFCO. Donc voilà, vous savez très bien qu'à Dijon, on aime bien aussi les joueurs, quand ils ont terminé leur carrière, si on a la possibilité de leur offrir un travail, et ben c'est ce qu'on fera. Et avec Julio, voilà, les joueurs qui ont apporté, qui ont mouillé le maillot pour le club, et c'est le cas, voilà, ils ont toute velléité pour retrouver le club s'ils le souhaitent. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est ce qu'ils souhaitent aussi. Vous lui réservez une place dans l'encadrement? Je lui réserve une place là où elle sera au moment sportif ou autre chose. On verra ensemble. Voilà, mais oui, il aura sa place, bien sûr. Comment est-ce que vous l'avez appris, sa volonté de départ? Oh ben non, mais sa volonté de départ, c'est via des agences, c'est via voilà, le mercato, hein, voilà. Donc à un moment donné, il y a des clubs qui peuvent s'intéresser, et puis on était en train de discuter pour une prolongation. On n'était pas tout à fait d'accord et pas tout à fait en phase sur les montants, et puis il y a eu cette opportunité, comme il y a eu quelques années la possibilité pour lui d'aller en Chine, mais on n'avait pas trouvé d'accord. Nous, le club, avec les Chinois, il était resté. Voilà, il était un peu déçu de rester, puisque bon, voilà, la Chine, on sait que c'est ce genre de contrat, c'est des contrats plutôt financiers, on va dire. Donc c'est des opportunités financières et pas sportives. Après, bon, voilà, il est resté, il a continué d'amener sa pierre à l'édifice et de faire tout ce qu'il fallait pour le club. Donc aujourd'hui, je me voyais pas encore une fois refuser qu'il parte. Vous nous avez parlé de 2 attaquants, notamment. Combien de joueurs sont visés encore pour ce mercato, président? Moi, je vais dire entre 3 et 4. Voilà. Minimum 3, maximum 4. Voilà. Et puis après, ça dépendra aussi s'il y a des départs ou pas, tout en sachant qu'on ne souhaite pas qu'il y ait de départ. À quel point le nouveau centre de formation est important pour vous cette saison? Vous l'avez dit à plusieurs reprises, ça compte beaucoup dans votre projet. D'abord, c'est un nouveau centre d'entraînement, hein, c'est un pôle compétition pour l'équipe professionnelle, et le centre de formation dans une deuxième phase, on va débuter l'appel d'offres. Voilà. Mais d'abord, c'est la livraison de notre pôle performance pour les pros. Donc ça, c'est important d'avoir des installations dignes de ce nom pour accueillir les joueurs dans les meilleures conditions possibles. On avait des installations qui étaient encore bien, mais plutôt vétustes, on va dire. Et donc là, on fait quelque chose
contemporain, que ce soit en architecture et puis en équipement. Voilà, on met tous les équipements de dernière technologie pour justement que les joueurs, quand ils viennent aussi ça contribue beaucoup aussi les infrastructures au niveau de l'entraînement et de l'accueil pour les joueurs. Voilà, donc c'était important pour nous de faire ce pôle compétition. Président, dernière question sur cette saison qui s'annonce très particulière. Est-ce que vous la voyez, vous, aller à son terme? Et dans quelles conditions est-ce que vous voyez cette saison se dérouler normalement? Écoutez, je souhaite qu'elle se déroule le plus normalement possible. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué. On voit de plus en plus de cas de Covid. Tous les clubs sont touchés ou seront touchés. Donc, on vit la semaine et on ne sait pas ce que demain sera fait. Donc, j'espère qu'on va vite s'en sortir de ce Covid et puis après derrière retrouver une vie normale déjà pour tout le monde et puis après pour nos clubs et nos joueurs. Vous avez été assez, épargné à Dijon par les cas de Covid pour l'instant? On peut dire ça comme ça. Pour l'instant, on va dire ça comme ça, mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir des cas. De toute façon, on a beau prendre toutes les précautions qu'on veut, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà, faut rester vigilant, faire tout ce qu'on peut et puis après, de toute façon, on fera bien en fonction des événements comme on peut. Président, merci beaucoup. Bon match. Merci à vous. D'ailleurs, fun fact, dans l'encadrement dijonnais, on va retrouver 3 anciens Gaunes, Grégory Coupet, devenu entraîneur des gardiens, Peggy Liyundoula, directeur sportif du club, et David Linares, adjoint de Jobard. Les 3 copains se sont retrouvés il y a quelques semaines à Dijon. Joueurs, ils avaient été champions ensemble avec l'OL en 2002. Autre retrouvaille aussi, celle entre Stéphane Jobard et l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia. Le coach de l'OL était à la tête du DFCO entre 2002 et 2007, grand artisan de la montée en Ligue 2 en 2004, une équipe dans laquelle jouait justement Jobard. Les 2 hommes se sont ensuite retrouvés sur le banc marseillais il y a 2 ans. Match forcément particulier pour eux ce soir au Parc OL. Amateurs de Fantasy League, MPG ou autre, cette rubrique est faite pour vous. Petit tour de l'infirmerie en Ligue 1. Et on commence par Lyon, forcément. Si vous n'avez pas encore fait votre équipe sur MPG, alors déjà dépêchez-vous parce qu'il vous reste peu de temps. Et ensuite, sachez que ni Raphaël, suspendu je vous le disais, ni Tino Kadawere, qui se remet d'un deuil familial, ne seront présents au Groupama Stadium pour la réception de Dijon ce soir. On file à Metz qui reçoit Monaco dimanche. On ne devrait pas voir Kevin Endoram sur la pelouse de Saint-Symphorien ce week-end, parce qu'Endoram, qu'on attend titulaire sur le flanc cette saison dans le 4-3-3 de Vincent Ognon, est blessé, touché au talon d'Achille. Il sera absent pendant encore de longues semaines, et c'est Habib Maïga qui devrait le remplacer. Du côté des suspensions, la LFP s'est réunie comme tous les mercredis et a rendu ses sanctions. On commence par le Stade Rennais où Sacha Boy, expulsé le week-end dernier pour son coup de pied involontaire au visage du défenseur lillois Reinildo, est suspendu. Il va manquer 3 matchs, Sacha Boy. Et d'ailleurs, dans la même rencontre, la semaine dernière, Reinildo avait été lui-même auteur d'un vilain tacle à retardement sur Rafinha. Il avait été lui aussi expulsé. Eh bien, il a été sanctionné de 2 matchs. À Bordeaux, maintenant, les Girondins qui affrontent Angers dimanche. Alors, je vous en parlais hier. Mehdi Zerkan, suspendu 2 matchs également, donc il ne sera pas là. Et de toute façon, il est blessé. Il sera éloigné de vos compos MPG pendant 3 à 4 semaines. Angers, justement, où Mathias Pereira-Lage, victime d'un accident domestique en début de semaine, souffre, lui, d'une entorse à l'épaule. Il pourrait être de retour sur les terrains d'ici 6 à 8 semaines. Et les Angevins devront donc composer sans lui d'ici début novembre. On part à Brest maintenant. Le défenseur central du Stade brestois Brendan Chardonnay est lui suspendu pour 1 match ferme, plus 1 avec sursis, après son carton rouge reçu à Nîmes le week-end dernier. À Montpellier, c'est l'hécatombe avant leur match face à Rennes, privés de Stéphie Mavididi, de Yannis Amour et de leur capitaine Vittorino Hilton, blessé à la cheville. Andy Delors sera lui de retour dans vos compos dès le week-end prochain, touché par le Covid. Il a finalement été testé négatif hier, mais il ne devrait reprendre l'entraînement que mardi. À Nice, enfin, on ne verra pas encore Youssef Attal et Hicham Boudaoui. Patrick Vieira devra aussi se passer du défenseur Robson Bambou. Stanley Nzoki et Brazao, quant à eux, ont été testés positifs au Covid la semaine dernière. Ils manqueront aussi à l'appel pour affronter Strasbourg dimanche. Comme tous les vendredis, je vous propose l'affiche que vous devriez regarder ce week-end. Et cette semaine, je vous vends un Angers-Bordeaux dimanche 15h.
Je vous vois venir, alors attendez. Première raison, on s'est tellement ennuyé devant Bordeaux-Nantes la semaine dernière qu'on a envie de donner une deuxième chance aux Girondins. Ils peuvent le faire. Parce que le SCO commence bien ses débuts de saison en général. L'année dernière, les Angevins avaient débuté par 3 victoires en 4 matchs. Après le succès de la semaine dernière à Dijon, les hommes de Stéphane Moulin sont lancés. Troisième raison, parce qu'avant le week-end dernier, ça faisait 531 jours qu'on n'avait plus vu Paul Baïs en Ligue 1 et qu'on assiste à la renaissance du défenseur bordelais. Dimanche, Baïs devrait enchaîner un deuxième match officiel après plus d'1 an et demi sans jouer. Les coachs qui se sont succédés sur le banc des Girondins ne comptaient plus sur lui, Gustavo Poyet et Paulo Sousa en tête, mais il a continué à travailler, il y a cru, Paul Baïs. Bordeaux, c'est son club formateur. Aujourd'hui, Jean-Louis Gasset lui redonne sa chance, et rien que pour ça, on a envie de voir sa performance dimanche, et aussi parce qu'on adore ses cheveux. Parce que Paul Bernardoni, l'ancien gardien bordelais, a été définitivement transféré à Angers courant juin. Il va donc retrouver son ex. Parce que Jean-Louis Gasset, lui, revient à Raymond Kopa et que c'est dans ce stade que les Stéphanois lui avaient rendu un vibrant hommage il y a 1 an lorsqu'il annonçait prendre sa retraite d'entraîneur. Mais la Ligue 1 lui manquait beaucoup trop, hein Jean-Loulou. Parce que 5000 spectateurs à Angers, ça te remplit un tiers du stade, donc on aura presque l'impression que ce sont des conditions normales pour ce match. Bon, j'espère vous avoir convaincu, on en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous, je vous souhaite un très bon match ce soir. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi, passez un très bon week-end.